Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les valeurs computed avec mon framework. Donc les valeurs computed, pour ceux qui ont déjà fait du Vue.js ou du React.js, ça leur paraît assez naturel. C'est en fait une valeur qui est dépendante d'une autre variable. C'est-à-dire qu'on a une seule variable dans notre application. Par exemple, sur ce composant-là, c'est le texte Thibaut. Mais par contre, on a une valeur set qui est dépendante du texte Thibaut. Donc en fait, ça permet de faire des sous-variables qui sont en fait juste des alias. C'est juste une fonction qui est appelée sur la première variable, ou sur plusieurs variables d'ailleurs, et qui nous permet d'avoir plus de facilité dans le code. Donc j'ai mis en place ce système de computed dans mon framework et je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc si on regarde mon composant ici, on voit que j'ai un xComputed de length qui est égal à xtrLength de getText. Donc ça, si vous avez suivi un petit peu mes premières vidéos, il n'y aura pas de souci à comprendre que je calcule la taille de la chaîne de caractères de la variable get, donc de la variable text. Donc je fais un get sur text et je calcule ce strLength via ça. Et j'ai une deuxième computed qui est invalide et qui récupère cette première computed. Donc vous voyez qu'on peut utiliser des computed également comme une variable classique. Donc là c'est un greater than, donc dire que length est supérieur à la constante 10. Donc ça aussi, même chose, assez simple. Donc je peux regarder le greater than, par exemple, pour vous montrer un petit peu un autre exemple d'action pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc une action dans mon framework, c'est du code PHP, donc une fonction anonyme, qui fait l'action greater than, ça prend deux paramètres. Ça peut être tout et n'importe quoi, ces deux paramètres, ça peut être des appels de fonction, ça peut être des constantes, ça peut être une variable, ça peut être autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a ce concept d'abstraction action. Donc là en fait, ce que je fais, c'est que j'exécute l'action A, j'exécute l'action B, et ensuite je compare pour savoir si c'est supérieur ou égal. Donc ça c'est exécuté, cette fonction anonyme, elle est exécutée lors du chargement de la page. Ensuite, j'ai la même fonction, mais en JavaScript. Donc là, cette fois-ci, en JavaScript, pour exécuter les actions, j'utilise leur identifiant. Donc this action underscore action ID. Je fais supérieur à this action B action ID. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu les deux penchants. Je fais juste un supérieur strict d'ailleurs, en PHP et en JavaScript. Donc j'ai les deux. Et ça, c'est une action qu'on va pouvoir réutiliser et qui est assez générique. On peut l'utiliser avec n'importe quoi, avec une variable, avec une constante. Voilà, on peut tout faire ce qu'on veut. Donc là, l'invalide, c'est cette partie-là, et le length, c'est cette partie-là. Donc maintenant, comment fonctionne le xComputed un petit peu plus, de manière un petit peu plus poussée. Donc là, on a un xComputed qui est géré ici. Donc si la clé est xComputed, dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs valeurs computed. Donc c'est pour ça que je fais une for each sur toutes les computed en récupérant leur nom et l'action qu'on veut exécuter pour cette computed. Pour chacune des actions, je vais les run. Donc j'ai déjà expliqué ça dans une dernière vidéo. Cette run action while saving depending variable, ça permet d'exécuter une action et de vérifier quelles sont les get variables que j'utilise. Donc par exemple, dans ce cas-là, dans le cas de length, qu'est-ce que je fais comme get variable? Et bien je fais ce get text. Donc ça, ce get text, ça entraîne un get variable de texte. Et donc je sauvegarde que la variable text est utilisée pour length. Donc là, on sait que la variable text est utilisée à cet endroit-là. Ensuite, je crée une nouvelle variable. Donc même les variables computed, ce sont des variables qui sont des variables classiques, on va dire, et c'est pour ça qu'on peut les utiliser, on va dire, n'importe où. La value de cette variable, c'est l'action que j'exécute en PHP. Donc quand je vous disais que c'était exécuté côté serveur, c'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est-à-dire que j'exécute la fonction anonyme, et c'est pour ça que je récupère le set, ici, via le strLength de PHP, et il est généré directement sur le serveur, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de flash, c'est pour ça que la case est toujours présente, même si je fais clic droit, si je ne vais pas y arriver, clic droit, code source de la page, on voit ici que le set est présent. Pourtant, il n'y a aucun JavaScript qui s'est exécuté. Je le vois où ça, le set, alors il est un peu plus loin, ici. Donc là, le set est présent déjà dans la page, même si voilà, j'affiche juste le code source, c'est ça que m'envoie le serveur, mon serveur m'envoie la page complète. Donc c'est grâce à cette fonction-là. Ensuite, vu que c'est une variable computed, ça veut dire qu'elle est dépendante d'autres variables. Et donc, si cette variable est dépendante d'autres variables, il faut qu'on puisse la mettre à jour quand les autres variables changent. Et donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un this refresh computed. Donc, je prends la variable, ici c'est la variable text, et je lui rajoute un callback qui est refresh computed. Donc, refresh computed, c'est une action. Donc, commencez à avoir l'habitude. Une action, c'est très simple. Vu que refresh computed, c'est quelque chose qu'on va faire uniquement en JavaScript, et ben j'ai juste du code JavaScript. Alors, je pourrais avoir du code PHP également aussi. Je suis en train de réfléchir à si je veux mettre du code PHP ici pour faire des actions encore plus parlantes, mais je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc là, pour l'instant, j'ai juste du code JavaScript qui est this set de la variable ID. Donc la variable ID, c'est quoi? C'est la variable text, la variable length. Donc la variable length, on va la set comme quoi avec cette action, donc l'action de la variable length. Donc c'est assez simple. Quand la variable text change, je fais un this set de variable ID, this action de la variable length. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas très compliqué. On a déjà vu ça un petit peu dans les vidéos précédentes. Donc maintenant, si je réactualise la page,
Alors je vais peut-être même d'ailleurs vous montrer ici, donc le code source de la page, comment ça fonctionne. Donc on voit ici que la variable Thibaut, c'est, alors l'identifiant de la variable Thibaut, elle est ici. C'est 80, 59, 52, 46, 2. Donc on voit que quand on change la variable Thibaut, on doit faire ces trois actions présentes ici. Donc les trois actions présentes, c'est le 60-65, le 62-81 et le 62-56. Alors je ne sais pas lesquelles sont quelles, je pense que c'est la 62-81 qui m'intéresse. Mais on va quand même regarder toutes les variables, toutes les actions. Donc la 60-65, qu'est-ce que c'est? La 60-65, c'est un 10-7 de 94-84, 12-62 de l'action 80-38. Donc on set une variable, 94-84. Donc la variable 94-84, c'est quoi? La variable 94-84, c'est le set. Donc justement, c'est le strlength, c'est celle qui nous intéressait. Donc on set ces variables-là à la valeur de 80-38. Donc 80-38, c'est quoi? 80-38 est au-dessus, c'est this action 27-17 length. Donc l'action 27-17, j'imagine que c'est récupérer la variable Thibaut. Donc là, je fais l'action 27-17, elle est plus haut, c'est récupérer la valeur de la variable 80-59. Donc 80-59, si je regarde la variable 80-59, elle est ici, c'est la variable Thibaut. Donc vous voyez un petit peu comment tout s'embrique à ce niveau-là, au niveau des variables computed. Et une fois que valeur set a changé, eh ben, on appelle son unchange. Et quand on appelle son unchange, on appelle la 35-57. Donc la 35-57, qu'est-ce que c'est? C'est je set la 51. Alors, action 35-57, je set la 51-98, 25-36. Alors c'est un petit peu étonnant. Donc si je fais un set de 25-36, donc 25-36, j'imagine que c'est le greater than, donc c'est pour savoir si invalide. Donc quand alors si je vous remonte ici dans le code, quand je fais un invalide, j'utilise la variable length. Donc quand la variable length change, eh ben, je dois changer également invalide. Alors pourquoi ça m'a perturbé? Parce que je m'attendais à avoir le set ici, le set de remplacer cet élément-là par la valeur de strlength. Alors pourquoi je ne l'ai pas? C'est tout simple. C'est parce que ici, pour montrer l'exemple, je n'ai pas utilisé ce length. Ce length, je ne l'utilise pas ici. Donc ici, j'utilise un x strlength, x getText, qui est équivalent à ici. Donc maintenant, si je replace ici par juste get de length, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc je peux réactualiser ici la page. Donc j'ai bien ici, si je réactualise, hop, on voit que ça se met bien à jour. Et si je réactualise ici, on voit que maintenant, ma valeur 7, qui est ici, qui est mon strlength, il a deux actions. La première, le 35-24, ça doit être de refresh. Alors, on va regarder, mais je ne suis pas sûr. Hop. Le 35-24, ça va être de 7-66-91. Donc 66-91, ça doit être l'autre variable. Donc 60-91, c'est le greater than, justement. Et la deuxième action qui est faite quand ça change, c'est le 12-18. Et si je regarde le 12-18, là, c'est set le inner HTML du 12-56 qui est de récupérer la variable. Donc vous voyez un petit peu comment tout se goupille à ce niveau-là. Effectivement, ça peut paraître compliqué de réagir avec ça, mais ce que je me rends compte, c'est que même quand j'ai des bugs dans mon framework, et que c'est moi qui le développe, donc j'ai forcément des bugs à cet endroit-là quand j'essaie de faire des choses un peu plus complexes, et ben j'arrive toujours à retrouver un petit peu mon chemin via les actions. Alors comme je le disais dans la dernière vidéo, ça serait beaucoup plus simple quand même d'avoir tout ça en inline, comme ça j'aurais pas besoin de rechercher les choses, et je pense que ce serait aussi plus court au niveau du contenu de JavaScript, plutôt que d'avoir plein de fonctions qui s'appellent les unes dans les autres alors qu'elles font pas grand-chose chacune. Mais même avec cette complexité, avec tous ces identifiants de tous les sens, et ben j'arrive quand même à retrouver ce que fait chacun de mes codes, et c'est assez simple à appréhender. Et ensuite, une fois que de toute façon le framework est opérationnel, mais il n'y a plus besoin de trop de toucher à ces identifiants-là, on peut laisser faire sa magie et juste utiliser les fonctions ici, qu'on sait qu'elles fonctionnent, donc il n'y a pas trop de problème. Donc voilà pour cette première vidéo qui présentait, cette vidéo qui présentait comment fonctionnent les computed, donc le length ici et le invalid, qui est un booléen. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donnerai très rapidement sur la suite de cette série sur la présentation de mon framework JavaScript.